Hola, buenas noches o buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Y esta tarde vamos a hablar con David Fonquinós. Bueno, yo me llamo Guillermo Altares y soy un periodista, y David Fonquinós es uno de los grandes escritores franceses. Es cineasta, músico, pero sobre todo un novelista siempre interesante. De todos los libros que han visto allí, bueno, si tuviese que recomendarles dos, me quedaría con Charlotte, que es un libro escrito en verso libre sobre una pintora que murió muy joven en Auschwitz, y es un libro de una emoción realmente difícil de olvidar, y La biblioteca de los libros rechazados, que es una visión irónica del mundo literario, bueno, francés y del mundo literario en general. Otros libros suyos son Lennon, que es una biografía en primera persona de John Lennon, y La delicadeza, que es la novela que le dio su mayor éxito. Y la conversación será en francés y habrá una excelente traducción simultánea. Bonsoir, merci d'être ici. Tu as survécu à te lever très tôt et un léger... J'ai surtout survécu au déjeuner. un léger, délicieux déjeuner basque. Voilà. Et bon, ma première question, ce serait sur les limites de l'humour. Par exemple, Charlotte, c'est un livre sur la plus grande tragédie du XXe siècle, mais à la fois, c'est un livre où il y a des moments d'humour. Par exemple, tu te rappelles de cette phrase de Billy Wilder, quand il dit « les juifs pessimistes ont fini à Hollywood et les juifs optimistes ont fini à Auschwitz ». On peut faire de l'humour avec tout. Oui, alors pour moi j'ai le sentiment qu'il y a souvent de l'humour et de l'absurde un petit peu partout. Mais pour Charlotte, c'est un petit peu différent. Charlotte, c'est vraiment un livre très très grave. Moi, je suis assez... Mes premiers livres qui ont été très connus comportaient beaucoup d'humour. Et j'aime bien alterner des livres avec de l'humour et des livres avec de la gravité. Mais Charlotte, c'est le destin de cette peintre... exceptionnel, voilà, à travers le XXe siècle, et qui meurt en camp de concentration. Donc là, cette phrase que tu cites, elle peut, de Billy Wilder, elle est extraordinaire, mais je trouve pas que ça soit ça une pointe d'humour dans le livre. C'est vraiment un livre qui est empreint de gravité. Par contre, dans mes romans, oui, mes romans alternent sans cesse entre la gravité et l'humour. Et ça, pour moi, c'est très important de mélanger les deux. Oui, parce que La délicatesse, par exemple, c'est un film sur une tragédie. Je ne fais pas un spoiler si je dis que très tôt, il y a un des protagonistes qui meurt. Et c'est, en quelque sorte, on pourrait dire, c'est une histoire tragique. C'est un jeune couple dont lui, il meurt. Mais à la fois, c'est un livre très tendre, ou un livre et d'ailleurs un film dans lequel il y a des moments de rire, d'humour. Oui. C'est vrai qu'au cinéma, on voit encore plus cette façon d'alterner les deux émotions, parce qu'on a des scènes tragiques et puis 2 minutes après, on a une scène comique et les gens rient. Pour moi, c'est vrai que c'est très symbolique, ce livre-là, La délicatesse, de ce que j'aime. Et tu as totalement raison, c'est un livre sur le deuil, c'est un livre sur une femme qui perd son mari. Et elle va redécouvrir la vie, renouer la vie, en rencontrant un Suédois dépressif. Et c'est vrai que j'aime bien l'idée que on puisse trouver de la comédie en fait dans toutes les situations. Et c'est aussi pour moi une forme de... Tu sais, il y a une formule qui dit que l'humour est la politesse du désespoir. Et j'ai toujours l'impression que l'humour... se cache vraiment derrière les choses mélancoliques. J'ai beaucoup de scènes, par exemple, dans mes livres de cimetières. Il y a des cimetières dans tous mes livres. Et pourtant, je ne suis pas gothique ou morbide. J'aime bien les scènes de vie dans les cimetières. Et tu crois qu'en Espagne, on discute beaucoup sur qu'on a perdu du terrain dans l'humour, qu'il y a des blagues qu'on pouvait faire que maintenant on peut plus faire. En France, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a un débat? Je me souviens de tout ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo et tout, l'attaque. Est-ce qu'il y a un débat sur les limites de l'humour en France? Parce qu'en Espagne, il y a un débat. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit. J'ai pas l'impression que ça soit contemporain.
Il y a toujours eu comme ça une réflexion sur où est-ce qu'on peut aller, jusqu'où on peut aller en humour. Peut-être que c'est plus compliqué maintenant. En France, les comiques dans les années 80 étaient très libres. Là, il y a des sujets où c'est un peu compliqué. Avec toute l'affaire Weinstein, c'est peut-être compliqué parfois de faire de l'humour sur la position des femmes ou des choses comme ça. Il y a des sujets qui sont un petit peu dangereux, quoi. Mais il y a des artistes, par exemple, il y a une comique qui s'appelle Blanche Gardin, qui est très connue en France. Et elle a fait tout un sketch à la cérémonie des Césars, où en disant que depuis l'affaire Weinstein, elle était très triste parce qu'elle ne pouvait plus coucher avec les producteurs pour obtenir des rôles. Et je crois heureusement qu'il y a des gens qui continuent à déverrouiller et à faire en sorte qu'on puisse rire de tout. Parce que c'est très important d'être le plus libre. Mais moi, j'ai pas un humour politique, j'ai pas un humour, qui va parler de la société. Et bon, j'allais te dire que, par exemple, dans la bibliothèque des livres, rechazados, des livres réfutés, et tu as un humour parfois un peu acide sur le monde éditorial dans lequel tu vis, où tu travailles. Tu as été embêté après ce livre? Il y a quelqu'un qui t'a dit « je me vois dans ce personnage » ou il y a un journaliste un peu Alors, pour moi, prétentieux. c'est une comédie sur les livres, sur l'amour des livres. Et je voulais absolument que ce livre soit dans un cadre réaliste. J'ai la chance d'être traduit dans le monde entier, donc je n'avais pas envie que ça soit un roman à clé. On peut lire le livre sans connaître les personnes qui sont évoquées dans le livre. Pour répondre à ta question, oui, il y a l'écrivain, par exemple l'écrivain Frédéric Becbédé, qui m'a dit « Merci, je passe pour un idiot dans ton livre ». Il a dit le mot « con ». Mais pour rire, quoi, parce que je me moque un petit peu de lui. Mais c'est pas un livre qui dénonce le milieu littéraire, c'est un livre qui s'amuse un peu du marketing, puisque ce livre-là parle d'une vraie bibliothèque qui existe aux États-Unis, qui a été créée par un fan de Richard Brautigan, l'écrivain américain, et c'est la bibliothèque des livres refusés. Et donc moi, j'ai imaginé la version française, en Bretagne, au fin fond de la Bretagne, et c'est un endroit où tous les dépressifs de la littérature, tous ceux qui ne trouvent pas d'éditeur, ont comme ça un refuge où ils peuvent aller déposer leurs manuscrits. Et c'est là qu'il y a une jeune éditrice extraordinaire qui trouve un roman extraordinaire. Et elle découvre que c'est un livre qui a été écrit par un pizzaiolo breton qui est mort 2 ans auparavant. Et elle rencontre sa femme et elle découvre qu'il n'avait jamais lu un livre, selon sa femme, ni même écrit. Et le livre devient un très gros succès, non seulement pour l'histoire du livre, mais aussi pour tout le mystère autour de la personnalité de cet écrivain Henri Pic. Et donc, il y a une excitation marketing qui fait qu'il y a beaucoup de conséquences très drôles dans le livre sur le fait qu'on publie un auteur qui a été découvert dans la bibliothèque des livres refusés. Très souvent, d'ailleurs, on voit ça, par exemple, dans le marketing des livres. Il y a un livre qui a eu beaucoup de succès en France et en Allemagne qui s'appelle « Le charme discret de l'intestin ». Le charme discret de l'intestin. Ah, c'est un livre qui parle de l'intestin, quoi. Ouais. Et alors après, il y a eu le charme discret du foie, il y a eu le charme discret des poumons, je sais pas. Ils ont décliné tout ça. Donc c'est vrai que dans mon roman, un livre qui a un succès, qui a été découvert dans la bibliothèque des livres refusés, fait que tout le monde cherche un livre qui a été refusé, qui peut avoir une sorte de force commerciale. Et il y a un éditeur qui trouve un livre qui a été refusé 32 fois, donc par tout le monde. Oui, il le publie avec un bandeau, un roman publié 32 fois. Mais c'est curieux parce que je pensais qu'il y avait, en le lisant, c'était un roman à clef. Parce que moi, en le lisant, j'ai vu des éditeurs espagnols et j'ai vu par exemple, le journaliste. Il y a un journaliste qui a un rôle important dans le roman que je ne veux pas
dévoiler, mais j'ai découvert qu'il y a des journalistes comme ça, j'ai connu des éditeurs comme ça. Donc, Oui. à la fois, en imaginant, tu es arrivé à créer un monde C'est réel. vrai. C'est mon milieu, hein. C'est là où je vis, donc forcément je connais. Je parle d'ailleurs de tous les métiers du livre, tous les amoureux de la littérature dans ce livre, les bibliothécaires, les libraires, les écrivains à succès, les écrivains à échec, les journalistes littéraires. Donc je parle des représentants, tous ceux qui vont comme ça dans toutes les librairies pour présenter les livres. Donc pour moi c'est empreint de la réalité que je connais forcément. Le journaliste littéraire que j'évoque, qui est un peu en fin de carrière, qui a été très méchant à une époque. Je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont pu se reconnaître dans le personnage. Ceux qui ont un pouvoir comme ça, et puis après... c'est un journaliste un peu dépressif. Hein. C'est pas inspiré par toi, quoi. J'espère. pas par le truc de méchant, mais par le truc de fin de carrière. Et... oui. Mais pardon. Et donc, non, vas-y, pardon. Ouais. Non, je demandais aussi, dans ce livre, il y a toute une réflexion sur, je pense, le succès en littérature. Est-ce qu'il y a trop de succès? Parce qu'un des personnages aussi a une énorme pression autour du succès. Tu penses que le monde littéraire, d'une fois, c'est logique que les gens veulent que les livres soient lus, mais tu penses qu'il y a trop de pression sur le succès, l'idée de succès, l'idée de triomphe? Il y a trop on parle trop des prix littéraires et parfois peu de Non, moi livres. je crois pas. En fait, moi, le succès, beaucoup de gens rêvent du succès, ça c'est certain. Mais d'ailleurs, je raconte dans mon livre, il y a un jeune écrivain qui est tellement content parce que il va publier son premier roman. C'est l'aboutissement de son rêve. Et puis, il publie son livre et il ne se passe rien. Il n'y a pas d'article, à part sa famille, personne n'a lu le livre. Et donc, il y a aussi beaucoup de violence dans l'échec. Les gens attendent beaucoup, souvent. Et donc... moi, il me semble que ce qui m'intéressait dans ce livre, c'est que on cherche les raisons du succès de ce livre-là. Et c'est une enquête, puisqu'il y a une sorte de mystère autour de ça, puisque on peut se dire que si ce livre-là a peut-être été écrit par un autre écrivain qui a fait un coup marketing génial en se faisant passer pour un pizzaiolo breton mort, qui aurait écrit ce livre dans sa pizzeria. On peut se dire que c'est une sorte de coup à la Romain Gary, qui a eu 2 fois le prix Goncourt en France, en changeant de nom et de style. Et donc, il y a toujours quelque chose dans le succès qui dépasse aussi le roman. Je parle beaucoup dans le livre de toutes les histoires qui font que l'histoire de l'histoire est aussi intéressante que le roman lui-même. Oui, tu as parlé de Romain Gary, c'est curieusement un de mes auteurs préférés. Je le lis presque toute son œuvre et j'adore Gary. Et c'est aussi quelqu'un où il y a beaucoup de sens de l'humour. Et j'ai toujours pensé que son livre le plus humoristique, c'est celui-là où il raconte l'histoire c'est un écrivain qui a premièrement, il a été un très important écrivain comme Romain Gary, puis après il a inventé un pseudo qui s'appelait Émile Ajar et a été un très important écrivain comme Émile Ajar. Et tu n'aimes pas dans le livre le moment où il y a il raconte qu'une jeune journaliste le dévoile, mais personne ne la croit, parce que les gens n'étaient pas préparés pour penser que Romain Gary était Émile Ajar. Donc il dit... Oui, c'est une histoire incroyable de mystification. C'était aussi très touchant parce que c'est un auteur tellement consacré, éminent, vieillissant, que plus personne ne lisait vraiment. Donc il s'est donné aussi une nouvelle jeunesse. Et donc c'est aussi pour ça que moi, ça me paraît tout à fait possible que peut-être que c'est un autre écrivain qui a écrit le roman qui a été découvert dans la bibliothèque des livres refusés. Il y a toujours la tentation chez un écrivain de changer de vie et de personnalité, ça c'est certain. Et en quelque sorte, toi, tu ne changes pas de vie ni de nom, mais tu changes beaucoup de personnalité dans tes livres, c'est-à-dire, et pas seulement dans tes livres, mais en général dans ton œuvre. C'est-à-dire, toi, tu vois des histoires et après tu vois un film, ou parce que tu as été musicien, tu es directeur de cinéma, tu écris des romans avec des styles différents. Comment tu travailles? Tu vois une histoire et après tu penses le format, ou tu vois un format et après tu penses l'histoire, ou ça va tout ensemble ou...
Moi, j'essaie d'être le plus libre possible. C'est-à-dire que d'essayer d'être au plus proche de ce que j'ai envie de faire. J'essaie toujours comment dire, d'aller ailleurs, de progresser, de découvrir de nouveaux horizons. Souvent, quand on a énormément de succès, on reste beaucoup dans le même type de livre. Moi, j'ai connu ça avec mon 8e roman, La Délicatesse. Avant, mes romans ne se vendaient pas vraiment. Et j'étais pas du tout triste d'ailleurs. Mais après La Délicatesse, j'aurais pu me dire, bon, bah, maintenant, je vais faire toujours le même type de livre. Et comme ça, les lecteurs vont bien me reconnaître. Mais j'avais envie, moi, à chaque fois, d'explorer des choses. Je me pose pas du tout la question de comment les gens vont percevoir. Je me pose simplement la question d'essayer d'être le plus honnête avec mon inspiration et avec ce que j'ai envie de faire. Donc après, tu parlais de Charlotte, j'ai écrit un livre difficile, et puis je suis revenu avec La Bibliothèque des livres refusés, un livre avec beaucoup d'humour. Quand j'avais eu le succès de La Délicatesse, j'avais un journaliste qui avait écrit c'est normal que ce livre ait marché, il a toutes les recettes du succès. Comme si on pouvait avoir les recettes du succès. Si j'avais eu les recettes, je l'aurais fait avant, quoi. Et donc, c'est totalement bizarre parfois ce que les gens peuvent imaginer de la création et de ce que nous, on prépare pour pouvoir essayer d'être au plus proche de ce qu'on a envie de dire. Mais j'ai pas pour répondre à ta question, parce que c'était pas ça ta question, je crois. Non, mais ça m'est égal. Comme j'ai dormi cet après-midi, je pensais que j'étais hyper en forme, mais pas tant que ça, en fait. J'ai l'impression d'être en décalage horaire, quoi. J'ai l'impression qu'il est 8h du matin. Ouais, on a beaucoup trop mangé, hein, c'est oui, ta faute. La digestion, c'est pas bon pour la littérature. Non. Moi, je trouve que, Carolina, il faut prévoir ça pour les prochains rendez-vous. Tu peux pas faire manger un auteur 6 plats, du poisson, du lapin... Et après, parler littérature. C'était des petits plats, c'était quand même pas Astérix. Ce qu'il faut, c'est affamer l'écrivain pour qu'il ait envie d'aller vite. Moi, là, je suis en digestion. Et c'est vrai que qui dit digestion aussi cérébrale, quoi. Je suis un peu lent, quoi. Alors, maintenant, j'allais juste te demander sur Charlotte. Oui. Donc, et pourquoi tu as décidé, Charlotte? C'est-à-dire, comme tu dis, c'est un livre, c'est une histoire très difficile. Comment est surgie l'idée de le faire en vers, si on peut dire, en vers simple? Parce qu'en réalité, c'est un livre composé de phrases et de phrases et de phrases. Oui, c'est simplement un livre qui est écrit comme ça, en allant à la ligne après chaque phrase, et qui peut avoir l'impression d'être une sorte de poème. D'ailleurs, c'était les premiers lecteurs qui ont lu ce livre se sont dit, c'est quoi cet ovni ça paraissait pas du tout commercial ou même lisible, et le livre a été un énorme succès après. J'explique dans le livre, en fait, pourquoi j'ai écrit le livre comme ça. Parce que ce roman raconte toute l'histoire de Charlotte Salomon, sa vie qui est incroyable, si puissante, et en même temps, je raconte mon rapport à elle, mon enquête, quand je suis allé sur toutes ses traces, et le laboratoire de l'écriture de ce livre. Et parfois, il y a des sujets qui sont... Moi, j'arrivais pas à écrire ce livre, parce que la vie de Charlotte était trop suffocante. Je ne trouvais pas les mots pour m'approcher d'elle. J'avais pas les armes littéraires, sûrement. Et puis j'ai commencé à aller à la ligne, à respirer et à trouver un rythme. Finalement, l'écriture est toujours organique. C'est quelque chose qu'on ressent. Moi, je réfléchis pas non plus tout le temps à comment je fais les choses et pourquoi je fais les choses. C'est souvent d'ailleurs pareil, puisqu'on parle d'un festival avec de l'humour, c'est souvent d'ailleurs pareil aussi pour l'humour. Il y a quelque chose qui est incroyable, qui est parfois... Là, je viens d'écrire un film réalisé par un autre réalisateur, et on se rend compte qu'on peut écrire des blagues très fines. Finalement, quand on voit quelqu'un tomber par terre ou prendre une gifle, c'est là que les gens rient le plus, quoi. Il y a quelque chose d'assez immédiat finalement dans le rapport aux sensations. Et donc moi, ce livre-là, en fait, ça a tout changé. J'ai été capable de l'écrire quand j'ai trouvé la forme. Et il y a deux choses dans ce livre. Il y a une chose très impressionnante, c'est-à-dire quand tu racontais que tu vas à Berlin, tu suis ces traces, mais tu ne veux pas savoir, ou tu ne veux pas essayer de savoir qui a dénoncé Charlotte, non? Non, mais pour moi, c'est vraiment Charlotte, puisqu'on parle de Charlotte. C'est pas du tout une biographie journalistique, tu vois. Pour moi, je sais qui a dénoncé Charlotte, qui a été l'artisan de sa déportation.
Je suis allé partout sur les traces, j'ai trouvé les témoins, je raconte tout ça. Mais pour moi, c'est une biographie émotionnelle. C'est une biographie qui raconte quelle femme elle était, quelle artiste elle était. J'avais pas envie d'abîmer mon roman du nom de son assassin. Donc non, je voulais rester sur la vie. Pour moi, tout à l'heure, tu parlais de l'humour possible. En tout cas, il y a quelque chose qui m'a bouleversé, moi, dans la vie de cette femme. C'est de voir à quel point il y a tellement de souffrance dans sa vie. Et son œuvre picturale est pleine d'humour, de fantaisie. Et c'est pour ça aussi qu'elle me touche. Tu parlais tout à l'heure du fait que moi, j'essaie toujours de mettre de la vie, y compris dans la mélancolie et dans les choses difficiles. J'adore l'idée qu'on puisse, grâce à l'art, en l'occurrence pour elle, la peinture, transformer la noirceur en une source de vie. Et donc, ça, c'est très important pour moi. J'ai l'impression qu'on voit bien à quel point la mort plane en permanence dans sa vie. Et pourtant, il y a tellement de couleurs, il y a tellement d'intelligence, il y a tellement de culture. Il y a des indications de musique dans sa peinture. C'est vraiment comme un spectacle de vie, une représentation théâtrale. Et moi, ça me touche beaucoup, ça. J'ai le sentiment, en fait, que dans tous mes livres, il y a beaucoup de thèmes qui reviennent. La mort, la résurrection, et que toujours, je traite aussi d'une manière légère comment on peut avoir une seconde vie. Oui, d'ailleurs, justement, on est allé, c'est-à-dire ça n'a pas seulement été le déjeuner, mais avant le déjeuner, on a pris un apéritif de croquetas. Et il y a le... Ah oui, très important. Donc, quoi. Le déjeuner, c'était Le la meilleur deuxième partie, moment, c'est-à-dire avec les croquetas qu'on a mangées, on aurait pu traverser le désert du Sahara on avait les suffisantes protéines pour, pour un mois. Et le cuisinier t'a dit, qui était lecteur de ton œuvre, a dit les croquetas, c'est comme ton œuvre, parce que ça parle d'une deuxième opportunité dans les croquetas pour les aliments et dans ton œuvre. Tu es d'accord avec lui ? Non seulement je suis d'accord, mais c'est la meilleure analyse qu'on a jamais fait de mes livres, de tous les temps. Je veux dire, quelqu'un a enfin compris vraiment mon style. J'ai un style de croquetas, moi. Moi, c'est... Il a tout compris, quoi. Mais comme jambon ou... Toutes les croquetas. Il n'y a aucun racisme de la croquetas. Il faut accepter toutes les croquetas. Ça a été vraiment un moment, d'ailleurs, merci au festival, parce que le festival est très bien organisé. Il y a du monde, il y a une belle salle, mais il faut savoir que derrière, il y a quand même des gens qui ont pensé que j'aimais les croquetas et que ça me faisait plaisir d'aller dans une cuisine pour découvrir comme ça l'origine de la croquetas. Et c'est vrai que il y a un avant et un après dans ma vie. Peut-être même que mon prochain livre, ça sera l'histoire je sais pas, une histoire d'amour sur fond de croquetas. Mais tu n'as pas répondu à le fait Oui, que... non, j'ai pas répondu à aucune de tes questions pour l'instant. De deuxième opportunité. Parce que je pense que c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui est dans certaines de ton œuvre. Par exemple, la délicatesse. Oui, la délicatesse. En fait, moi, j'aime bien suivre des parcours de vie. Tous mes livres sont devenus des films récemment parce que ils sont assez réalistes. Ce sont des histoires qui racontent des moments où on peut traverser des choses difficiles. Et puis oui, je suis quelqu'un de plutôt optimiste. Je suis quelqu'un de plutôt... j'ai un côté un peu joyeux, dépressif, quoi, entre les deux, quoi. Ou un mélancolique de bonne humeur ou quelque chose comme ça. Mais j'essaie toujours quand même de me dire... pour moi, je me dis pas, tiens, je vais écrire un livre avec une partie de vie, et puis après une seconde partie de vie. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on suive l'évolution des personnages. Moi, dans tous mes romans, il y a des personnages, et on ne sait pas très bien comment ils vont évoluer. Même moi, parfois, je ne sais pas. Mais j'essaie de me dire qu'à la fin du livre, je peux les laisser tout seuls, quoi, sans moi. J'ai le sentiment que le roman, c'est souvent une éducation. Et donc... je ne sais pas s'il y a des drames ou des difficultés, il y a une deuxième partie de vie, mais en tout cas, j'ai envie que les personnages apprennent quelque chose, ou en tout cas surmontent quelque chose, ou en tout cas soient capables de vivre sans moi. Et aussi, il y avait quelque chose qui unit beaucoup de tes livres, c'est les personnages féminins sont toujours très importants.
Tu te demandais pourquoi ou ça vient comme ça? Parce que beaucoup de fois, c'est les femmes qui sont les protagonistes. C'est des personnages Oui, c'est marrant toujours parce très importants, que que tu décris très bien, dans lesquels tu investis beaucoup, que tu approches beaucoup au lecteur. À vrai dire, on ressent ça parce que mes gros succès ont été La Délicatesse et Charlotte, qui sont des portraits de femmes. Sur Le Mystère en épique, c'est vrai qu'il y a un journaliste qui est le rôle, qui est l'acteur, qui est le personnage principal. Il y a l'écrivain qui aurait pu écrire ce livre-là, c'est un homme. Dans mon dernier roman qui sortira dans quelques mois ici en Espagne, c'est l'histoire d'un homme aussi. Donc moi j'ai le sentiment que j'écris pas plus sur les femmes que sur les hommes. Maintenant il y a certains livres qui ont eu beaucoup de succès, comme Nathalie, comme La Délicatesse. Effectivement, c'était le portrait d'une femme. Moi, j'ai le sentiment, souvent d'ailleurs, je reçois plein de courriers ou je reçois des lettres où on me dit, notamment pour La Délicatesse, comment j'ai pu me comprendre ce que c'était de vivre le deuil. Beaucoup de femmes m'ont dit qu'elles avaient ressenti exactement la même chose. Et d'abord, je crois qu'on peut écrire vraiment sur ce qu'on n'a pas vécu. Je crois pas que George Lucas soit allé dans les étoiles, quoi, pour la guerre des étoiles. C'est pas ma meilleure comparaison, ça, tiens. Et donc, j'ai le sentiment que comment dire, en fait, j'entends la traduction en même temps, alors j'ai dit, j'entends l'écho, là. Alors, je suis en train de parler, en même temps, je me dis... Donc, du coup, il y a un... C'est assez agréable, quoi. Attends, donc oui. Qu'est-ce que je... On était sur les femmes. Oui, voilà, les femmes. En fait, si tu veux, moi, j'ai le sentiment, très honnêtement, qu'un écrivain doit se sentir proche ou en tout cas doit ressentir tous les personnages. Tu vois, quand tu parles de La Délicatesse, je me sens très proche de Nathalie. J'ai l'impression de la ressentir. Mais il y a un patron dans le livre qui est très amoureux d'elle et qui est un peu négatif comme personnage. Je le comprends, en fait. Je comprends l'idée qu'on puisse être dans une souffrance de ne pas être aimé en retour. Et je me sens aussi incroyablement proche du Suédois dépressif, alors que je ne suis pas suédois. Mais le Suédois dépressif, c'est un personnage merveilleux dans la guerre. Oui, Marcus, ouais. Alors en plus, quand on a fait le film, on a pris un Belge. Donc je me suis dit que le film allait être vraiment ridicule parce que c'était un Suédois qui parlait avec l'accent belge. Et le film, tu l'as fait avec ton frère. Et tu travailles bien avec lui ou c'est difficile parfois? Parce que c'est-à-dire, quand tu es écrivain, tu fais un travail très solitaire, très personnel. Mais le cinéma, déjà, tu travailles avec beaucoup de gens. Et tu dois contrôler les acteurs et tout. Et en plus, tu co-diriges avec ton frère. Donc, c'est vraiment un travail très, très différent. Ah oui, oui. J'ai cru que tu disais que c'était très difficile de travailler avec son frère. Le cinéma, pour moi, c'était vraiment une sorte de rêve absolu, quoi. Et de pouvoir, comme ça, c'est assez magique d'avoir des idées comme ça en tête, d'inventer des personnages, des situations, et de pouvoir les vivre réellement. De pouvoir finalement avoir 50 personnes qui travaillent au service de ton imagination. Il y a quelque chose comme un rêve assez enfantin. C'est très difficile de faire du cinéma parce qu'il faut vraiment diriger toute une équipe, tout un univers. Et tu as raison, moi je suis écrivain, donc la plupart du temps je suis seul avec mon monde. C'est une chance incroyable de pouvoir alterner les deux univers. Travailler avec mon frère, ça se passe très très bien. Ouais. C'est quelqu'un de très agréable. Et... Tu as un frère, toi ? Oui, mais je ne travaillais pas avec lui. Oui, j'ai senti dans ta... Je ferai le tour du monde avec lui, mais j'irai à la guerre avec lui, mais je ne sais pas si je travaille avec... J'ai senti dans ta question que tu travailles mais mon frère est plus âgé que moi, donc ce serait le big boss, donc c'est plus difficile. Moi, mon frère est plus âgé aussi, mais il dit toujours que c'est moi l'aîné. D'accord. Et la musique, tu continues toujours à jouer de la musique, à faire de la musique ou non? Non, c'est mieux. Non, j'allais te demander après sur ton livre Lennon et les Beatles. Et
Pourquoi tu as cette relation avec Lennon et les Beatles? Tu as déjà réfléchi pourquoi où ça a commencé? Pourquoi c'est Alors, oui, c'est vrai que j'ai écrit un livre sur John Lennon, mais c'est pas une biographie musicale. Tu sais, on parlait d'autres personnages, de Charlotte ou de mes romans tout à l'heure. J'avais vraiment envie de parler de John Lennon comme un personnage de roman. Et j'ai été vraiment passionné par sa vie, par son enfance, par l'idée qu'elle soit très abîmée, avec beaucoup de souffrance, et comment il a justement, à travers l'art, encore une fois, à travers la création, il s'est extirpé et il s'est sauvé. Et puis j'aimais beaucoup l'histoire d'amour avec Yoko Ono. C'est un livre qui défend beaucoup Yoko Ono. Oui, c'est vrai. C'est assez contre-intuitif, ouais. parce que je pense qu'elle a sauvé John Lennon. C'est-à-dire toutes les personnes de ma génération qui se rappellent parfaitement de quand est-ce qu'ils ont... Moi, j'étais à l'école, et un copain m'a dit on a tué John Lennon. Et c'était normalement, on est tous contre Yoko Ono, mais ton livre, tu la défends beaucoup. Oui, parce que c'est plus compliqué que ça. Il y a beaucoup d'artistes, des rockstars qui sont morts à 27 ans. Il y a le club mythique des 27. John Lennon, il l'a rencontré quand il avait 27 ans, dans un état de dépression, d'alcool, de drogue, de léthargie absolue. Il va vraiment le réveiller et le révéler aussi à lui-même. Après, elle était très compliquée, et puis c'était insupportable pour les Beatles, et puis elle était tout le temps là, quoi, même en studio. Donc elle est passée pour la méchante, celle qui a détruit les Beatles. Mais premièrement, c'est le choix de John Lennon, et puis je crois qu'elle l'a vraiment amené à être apaisé et heureux. Et maintenant, je voudrais te demander sur ta biographie, parce que je lis dans des interviews que tu as souffert une très grosse opération de cœur à 16 ans. Ah oui. Et je suppose qu'une maladie comme ça, quand on est très jeune, ça change la perspective de la vie, ce qui est important, ce qui n'est pas important. Comment tu as changé une expérience aussi importante et aussi tôt? Mais, moi, j'ai été effectivement très gravement malade à l'âge de 16 ans. Et ça a changé toute ma vie parce que j'étais pas issu d'un milieu culturel. Il n'y avait pas de livres chez moi, on n'allait pas au musée, pas au cinéma. Et la proximité de la mort, parce que j'ai vraiment rencontré la mort. J'ai eu une expérience de mort et j'ai passé des mois à l'hôpital. Et après, ça a changé toute ma vie. Tous les gens qui ont été malades connaissent ça. J'ai une énergie après de survivant. J'ai aimé la littérature, la peinture. J'ai compris mieux la sensibilité, la sensualité. Et ça m'a totalement changé. Et j'ai commencé à écrire à ce moment-là. D'abord, à lire énormément, parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital en étant seul. Et les livres m'ont vraiment accompagné, m'ont ouvert l'esprit. C'est aussi pour ça que j'ai souvent... tu sais, on parle de beaucoup d'humour dans ce festival. Et souvent, les gens qui ont de l'humour ont été malades. Mais on n'est pas obligé d'être malade pour avoir de l'humour non plus, quoi. Mais j'allais te demander précisément sur ça, si cette maladie a changé ton sens de l'humour, parce que parfois l'humour joue sur les comparaisons avec les gradations de l'importance des choses, et ça a changé ton humour, ou ton humour s'est élaboré depuis? En tout cas, mes premiers romans, enfin tout ce que j'ai écrit après, j'ai commencé à écrire beaucoup après comment dire, cette opération. Vraiment, tous mes premiers romans ont beaucoup d'humour, d'absurde, de loufoque. J'étais vraiment dans une énergie de vie assez joyeuse. Et parce que voilà, j'avais pris conscience de la vie, de l'importance de la vie. Et donc, ça m'a propulsé vers la jouissance, l'amusement, le fait de vouloir savourer les choses. Donc, c'est vrai que mes premiers livres, notamment, sont vraiment... je vous les déconseille, d'ailleurs, parce qu'ils sont totalement fous. Ils partent dans tous les sens. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'était vraiment lié aussi avec cette expérience de vie. Et la musique aussi. Quand j'ai commencé, j'ai fait une école de jazz. Après, j'ai étudié beaucoup la musique. Et j'adorais Frank Zappa. Et Zappa, ouais, Zappa, je trouve qu'il y avait tellement de folie dans sa musique, tellement d'inventivité. Et il a fait un album qui s'appelle Does Humor Belong to Music? Alors, si tu arrives à traduire mon accent anglais... Est-ce que l'humour appartient est-ce à que la l'humour, musique? voilà, voilà. Et donc, j'adore l'idée que la musique puisse être drôle. Et parce que c'est un art qu'on n'imagine pas drôle. Mais Zappa a fait des disques
ou des compositions qui étaient censées être drôles. Donc tout ça, c'est vrai que, en tout cas, j'étais très attiré par les gens qui me faisaient rire, ouais, beaucoup. Et toujours d'ailleurs. J'ai une admiration incroyable pour les gens qui me font rire. Très souvent, même qu'on voit pour les films, pour les Césars, pour les Oscars, il y a une sorte de prime au glauque, au dramatique. Et moi, j'ai vraiment une admiration sans borne pour les gens qui me font rire. Oui, il y a deux questions qui partent de ta réponse. Une, c'est vraiment si tu crois, j'allais te demander ça, si dans la littérature et dans les cinémas, il y a une prime de sérieuté. Il y a beaucoup plus de films apocalyptiques qui ont gagné l'Oscar que de comédies. C'est-à-dire, et je pense, je ne sais pas si tu es d'accord, que dans la littérature, c'est-à-dire c'est difficile qu'on prenne au sérieux une œuvre comique quand en réalité la meilleure façon de raconter le monde de façon sérieuse, c'est la comédie. Ah oui, c'est vrai, sûrement. Moi, j'ai eu des prix littéraires très importants avec Charlotte, qui est un livre quand même très grave et sérieux. Donc effectivement, ça rejoint ce que tu dis. Mais après, j'avais une sorte de consécration avec ce livre, et en tout cas, une reconnaissance avec les grands prix littéraires. Mais je n'avais aucun problème avec l'idée de me dire mon prochain livre peut être totalement léger ou loufoque ou futile. C'est-à-dire que ce livre-là, après, La bibliothèque des livres refusés, c'est un livre qui s'amuse du milieu littéraire, qui comporte un mystère, et jusqu'au bout, il y a une enquête que j'ai tout fait pour qu'elle soit drôle et vivante. J'aimais bien l'idée que je n'ai pas besoin de m'enfermer dans la posture de l'auteur sérieux ou intelligent. Je suis très très libre par rapport à ça. Je peux tout à fait parler de choses... Enfin, je peux tout à fait parler de Dostoïevski et puis des croquetas. Même les deux en même temps m'excitent plus d'ailleurs que l'un séparément, quoi. Ça doit être la première fois dans l'histoire de l'humanité que Dostoïevski et Croquetas sont dans la même phrase. Oui, mais dans la bibliothèque des livres refusés, c'est tellement drôle parce que c'est vrai que je raconte dans mon livre, il découvre plein de livres absurdes. De livres absurdes. Et il y a un livre qui est un recueil de toutes les recettes de cuisine qu'on trouve dans les livres de Dostoïevski. Oui, mais ça, je me suis demandé, je pense que c'est un livre très intéressant à publier. Oui, c'est vrai. Hein. Et il y en a un autre qui s'appelle La masturbation et les sushis. Ouais. Ça aussi, c'est intéressant. Je sais pas trop... Ça serait peut-être une idée pour publier ce livre, quoi. Oui, pour le publier, pour l'écrire. Et un autre... Je soupçonne que tu aimes pas mal Woody Allen, par exemple. Est-ce que tu aimes Woody Allen? Tout le monde aime Woody Allen. Et enfin, tu as réfléchi sur... J'ai l'impression que c'est une référence quand même très forte pour beaucoup de gens. Moi, j'adore Woody Allen comme auteur, oui, c'est certain. Ouais. Et tu as réfléchi sur Woody Allen après l'ère de MeToo, parce que maintenant, son dernier film n'est pas passé, on ne sait pas s'il va faire des films. Ah oui, non, mais tu me demandes mon avis sur ça. C'est compliqué avec Woody Allen parce que... Il a été accusé par un de ses enfants quelques semaines après avoir quitté, dans des conditions certes un peu sordides, Mia Farrow. Et puis après, il a été blanchi. Donc, en fait, le problème quand on parle de ces sujets-là, c'est que on n'a pas tout à fait la vérité des choses. La vérité est compliquée dans les cas de harcèlement ou de dénonciation. C'est-à-dire que si c'est vrai, bon, eh bien, ça me paraît tout à fait normal que ça soit compliqué pour lui de faire des films. Et si c'est faux, si c'est une dénonciation calomnieuse, c'est ce qu'a dit la justice il y a 25 ans, c'est terrible, je trouve. Donc, j'ai aucun avis sur ça. Mais à la fois, je trouve juste... comment dire, c'est compliqué parce que s'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de fait. Et donc, si c'est faux, bon, on se prive des derniers films de Woody Allen, quoi.
Oui, mais à la fois, si c'est vrai, de toute façon, c'est-à-dire, je ne sais pas, Woody Allen a changé la vie de beaucoup de personnes. Il a Qui changé ça? Qui même ça? si c'est vrai, Woody Allen a changé la vie de beaucoup de Oui. personnes, il a changé la mienne. C'est-à-dire, je me souviens la première fois que j'ai vu un film de Woody Allen, je dis, pouf, c'est-à-dire, je l'oublierai jamais. Et c'est-à-dire que j'ai passé beaucoup d'heures très heureuses en voyant des films de Oui, oui, Woody bien Allen, sûr. et quand tout cela est sorti, ça te fait un peu penser Mm. sur ce qui est. Ça te fait un peu penser. Là. Et un autre auteur, je voudrais que tu nous racontes ta relation avec Kundera, qui est l'auteur, le Milan Kundera, l'écrivain tchèque qui habite à Paris depuis, je ne sais pas si presque 20 ans, qui est un des auteurs les plus secrets du monde. Et par contre, une fois, il t'a écrit une lettre, il t'appelait, il t'envoyait des dessins. Comment est Oui, Milan alors. Kundera? Ça, c'est une question de curiosité personnelle parce que j'adore Kundera. Oui, oui. Moi aussi, j'adore. C'était pour moi. On parlait tout à l'heure de tout le livre que j'ai commencé à lire à 16 ans. Il faisait partie des grands maîtres pour moi. Mais je sais pas trop où j'avais raconté ça, mais c'est vrai que je l'ai pas trop raconté. Mais en fait, quand j'ai écrit La délicatesse, c'est vrai qu'il m'a envoyé des dessins en félicitant pour le livre. Je les ai encadrés d'ailleurs, c'est magique pour moi d'avoir des dessins de Kundera. Et puis, il me téléphonait très souvent. En 2009, 2010, 2011. Depuis quelques temps, j'ai moins de nouvelles. Mais c'était pour moi, j'étais complètement paniqué à l'idée d'avoir un appel de Kundera, quoi. Je savais pas trop quoi dire, quoi. C'est un peu comme si mon fils avait un appel de Lionel Messi, quoi. Ouais. Tu aimes beaucoup le football, Et non? après, ah oui, non, parce qu'au tout début, mon premier roman, qui est complètement fou, il y avait Milan Kundera qui était un personnage. Il était dans le roman. Et on a le même éditeur en France, hein. On est chez Gallimard. Donc il avait lu, il lui avait parlé du roman parce qu'en disant, voilà, il y a un jeune écrivain qui va publier un livre qui parle de toi. Bon, c'est un faux Milan Kundera dans mon livre. C'est une histoire. Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que c'est improbable. Et après, à ce moment-là, j'ai rencontré Kundera. Et il m'a dit, ah, c'est vous qui parlez de moi dans votre livre. Alors j'étais complètement tétanisé. Et il m'a dit, je ne l'ai pas encore lu. C'est ma femme, Vera, qui l'a lu. Vera est très importante, hein. Souvent d'ailleurs quand elle m'appelle, c'est elle qui appelle et elle dit, David, je vous passe Milan. C'est elle qui fait le numéro. Et alors, il m'a dit, mais c'est tellement tout ce que j'aime. Il m'a dit, elle l'a lu avec ses lunettes grotesques. Et là, c'est vrai que c'est une anecdote inédite, ça. Et là, c'est vrai que Vera est arrivée comme ça, avec ses petites lunettes là. Et c'est vrai qu'elles étaient assez grotesques, ces lunettes. Et ils habitent près du jardin Luxembourg, non? Toujours? Ou tu sais pas? Parce que, Tu travailles pour quel journal exactement? El País. Tu veux avoir toutes les Ouais. Tu veux avoir toutes les informations Oui, précises. je vais passer les prochains mois. Oui, non, Ouais. ils habitent vers la rue du Bac, dans le 7e arrondissement. Ouais, à côté de chez Gallimard, d'ailleurs. Ouais. Mais tu as raison, Milan Kundera est un auteur majeur, mais absolument discret. Il ne donne plus aucune interview depuis, je ne sais pas, des années et des années, peut-être plus de 20 ans. Il n'apparaît nulle part. Je trouve ça toujours impressionnant comme ça, ces vies qui sont vécues à l'ombre de leur gloire, ou à l'abri de leur gloire. Parce que, bon, c'est un des auteurs les plus longs du monde entier, il pourrait voyager, il pourrait... aucune apparition. Et un autre auteur, je ne sais pas si tu l'aimes ou non, parce que ça, j'ai pas vu quand on l'a demandé, mais je ne sais pas, en te lisant, parfois je pense à lui, c'est Pérec. Est-ce que tu aimes Pérec ou non? Oui, j'aime beaucoup Pérec. Mais c'est pas un auteur de référence pour moi. Enfin, il m'a pas spécialement inspiré, mais j'aime beaucoup Pérec, oui, bien sûr. Mais il t'a pas inspiré, parce que c'est aussi quelqu'un qui se demande, quand on le lit, on se demande sur les formats, sur les... Oui, je sais. Qui cherche des façons différentes de raconter. Moi, je me sens pas dans le jeu littéraire. Je me sens assez loin de l'Oulipo. Moi, j'adore La vie mode d'emploi. C'est un très, très grand livre, mais j'ai lu énormément. Et donc, je pourrais pas dire que Pérec, ça fait partie de mes auteurs préférés.
Et avant, tu disais le football. Tu aimes beaucoup le football. Ah Donc, oui. je suppose que tu as suivi la Coupe du Monde où la France a gagné. Bah, évidemment. Et, On est champion du monde quand même. et, et tu penses qu'il y a des parallélismes entre la littérature et les footballs, entre la musique et le football, qu'il y a une création d'art où Moi, j'ai l'impression assez fascinante que dans le football, et peut-être dans le sport en général, il ne peut pas avoir de scénariste. Il y a quelque chose qui est assez magique dans l'improbabilité, du dénouement, de ce qui va se passer. C'est ce qui rend excitant d'ailleurs de voir un match, parce que c'est toujours la même chose finalement. C'est 22 personnes qui courent après un ballon pendant 1h30. Parfois, ça peut être plein d'ennuis. Mais il y a comme ça, c'est comme une représentation qui est impossible à écrire à l'avance. Donc je trouve que c'est assez excitant d'un point de vue narratif. Moi, j'aimerais écrire un roman qui ressemble à un très bon match de football. Oui, aussi à une Coupe du Monde, parce que après, dans toutes les Coupes du Monde, quand on pense comment l'équipe qui a gagné, en réalité, c'est toujours une histoire absolument extraordinaire. Ouais. Mais c'est une souffrance pour vous, non? Parce que l'Espagne n'était pas très bonne cette année. Hein. Non, c'était surtout, il y a un match où c'était une souffrance parce Ouais. que ça ne finissait jamais. Voilà. Tu veux qu'on en parle? Non, pas trop. C'est un traumatisme pour... Ouais, ouais. Mais l'Espagne a tellement gagné. Moi, j'en avais marre de l'Espagne à un moment donné. Ils ont trop de victoires. Et on doit bientôt finir parce qu'il y a le prochain acte qui vient. Et je voudrais que tu nous recommandes un peu de lecture. On est dans un festival de l'humour, on a parlé de Woody Allen, tu parlais des livres que tu avais lus quand tu avais 16 ans. Tu nous recommanderais quelques livres pour qui soient drôles, dans lesquels on s'amuse, qui t'ont fait... Drôles, des livres drôles. Qui ont fait que tu t'amuses, ou des livres, des films, des séries de TV, des matchs de football qu'on peut voir sur YouTube. Le journal d'Anne Frank. Le journal d'Anne Frank. Non, mais c'est de l'humour noir. Ouais. On est dans l'humour. Oh là là, c'est pas passé ça aussi. Hein. Avec la traduction, c'est compliqué. Hein. Non, mais c'était une blague. Ouais, je suppose. Okay, bon. Mais alors je vais répondre sérieusement. Belle du Seigneur de Albert Cohen. C'est vrai que c'est un Albert livre. Cohen pour moi est un écrivain avec énormément d'humour. Oui, c'est vrai. C'est vrai que toute la description du monde diplomatique et des personnages d'Albert Cohen, c'est quand même très très drôle. Vraiment, je trouve ça extrêmement drôle. Mais je pourrais aussi citer les nouvelles de Gogol. Il y a plein de choses que j'aime beaucoup dans l'humour de Gogol. Mais je trouve que souvent, les grands écrivains ont de l'humour. Dostoïevski a énormément d'humour. Dans les Possédés, il y a énormément de scènes qui sont très très drôles. Proust, c'est très très drôle aussi. Céline aussi. Il y a souvent, je trouve, chez beaucoup de grands écrivains, il y a quand même comme ça, c'est traversé par... J'aime beaucoup Michel Houellebecq, par exemple. C'est extrêmement drôle, Michel Houellebecq. Je trouve que moi, je disais que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui me font rire, mais je trouve pas qu'on puisse avoir une forme d'intelligence sans humour. Oui, c'est vrai que, par exemple, je ne sais pas si tu es d'accord que les livres qui n'ont aucun humour ou les films qui n'ont aucun humour, à la fin, tu te sens perdu comme spectateur, comme lecteur. Oui, non, il peut y avoir des choses graves, il peut y avoir des choses sans humour. Mais je pense que... Enfin... Oui, je pense que vraiment l'humour, est une constituante absolument nécessaire à la compréhension des choses de la vie. Eh ben, David, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir ce soir. Et j'espère qu'à très bientôt. Et maintenant, on va dîner 40 plats. Et... Ah oui, on va redîner encore là pendant des heures et des heures. Mais merci beaucoup. Hein. Merci à toi. C'était un plaisir de parler avec toi. Ma super traductrice, qui vit comme ça, en fait, dans son petit appartement
Pratiquement tout le temps, d'ailleurs. Hein. Moi, cette femme-là, je l'ai jamais vue en dehors de sa cabine, quoi. Est-ce qu'elle est libérée ou pas? Vous lui apportez à dîner dans la cabine? Madame, on va vous apporter à manger. Hein. Merci. Hein. Merci à Guillermo. Et à bientôt. Au revoir. Et puis, ne t'inquiète pas, l'Espagne gagnera plus tard.